Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Ce matin, l'aviation israélienne a mené une série de frappes massives près de Nabatiyeh, provoquant des incendies et des destructions matérielles. Israël affirme avoir visé un site du Hezbollah. À l'aube, vers 5h10, plusieurs avions israéliens frappent les collines de Ali Tahir. Les explosions secouent toute la région. Selon les pompiers, le feu est énorme, difficile à maîtriser. Un habitant raconte « Nos enfants ont paniqué, les vitres ont explosé. C'est la 4e fois que nous subissons de telles frappes. » Alors que les raids se multiplient, drones et tirs nourrissent la tension sur toute la ligne frontalière de Kfar à Naoura. Selon l'armée israélienne, ces frappes visaient un site militaire du Hezbollah. Des armes et infrastructures souterraines auraient été détruites. Sur le terrain, la population du Liban Sud craint une reprise des hostilités malgré le cessez-le-feu conclu il y a moins d'1 an. Le Hamas temporise face au plan de paix présenté par Donald Trump pour Gaza. Alors que le président américain a fixé un ultimatum jusqu'à dimanche, le mouvement islamiste affirme poursuivre ses consultations dans un contexte de guerre meurtrière qui dure depuis près de 2 ans. Parallèlement de Paris à Mexico, en passant par Rome, Barcelone ou Genève, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer l'interception par Israël d'une flottille humanitaire en route vers Gaza. Le mouvement de solidarité internationale s'est accompagné dans certains pays de heurts violents avec les forces de l'ordre. La colère gronde de l'Europe au Mexique. Après l'interception de 41 navires d'aide humanitaire en route vers Gaza, la mobilisation ne faiblit pas. Plus de 400 militants ont été arrêtés par Israël, suscitant une vague de manifestations internationales. À Paris, quelques milliers de personnes ont convergé place de la République. Pas de paix sans justice en Palestine, ont-ils scandé avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. D'autres rassemblements ont eu lieu à Marseille, Lyon, Lille et Rennes. En Espagne, à Barcelone, les slogans « Gaza, tu n'es pas seul » et « Boycott Israël » ont retenti au cœur de la ville. À Rome, des milliers de personnes se sont rassemblées au pied du Colisée, alors que les syndicats italiens ont appelé à une grève générale. À Genève, en Suisse, 3000 manifestants ont bloqué le centre-ville. La police a fait état de la présence de groupes radicaux responsables de dégâts matériels. Au Mexique, plus de 10 000 personnes ont défilé dans la capitale. À Dublin, des familles de militants embarqués sur la flottille étaient présentes devant le Parlement. Aux Pays-Bas, des centaines de manifestants ont brièvement bloqué le trafic ferroviaire à La Haye. De Bruxelles à Kuala Lumpur, l'appel au boycott et à la solidarité avec Gaza a résonné à travers plusieurs continents. Un message unanime, briser le siège et libérer les militants de la flottille. Au Maroc, la colère de la jeunesse prend une nouvelle tournure. Après une 6e soirée consécutive de mobilisation pacifique, le collectif Gen Z 212 appelle désormais à la démission du gouvernement, l'accusant d'avoir échoué à répondre aux attentes sociales des citoyens. Dans un communiqué adressé au roi Mohammed VI, ces jeunes exigent aussi des poursuites contre les responsables de corruption. Dans les rues de Rabat, Casablanca, Marrakech ou encore Agadir, des centaines de jeunes Marocains continuent de battre le pavé. Depuis près d'une semaine, ils réclament de meilleurs services de santé et d'éducation, dénonçant la pauvreté et la corruption qui gangrènent le pays. Le mouvement initié par le collectif Gen Z 212, né sur les réseaux sociaux, se veut pacifique et sans affiliation politique. Avec plus de 150 000 membres sur sa page, il est devenu la caisse de résonance d'une génération en quête de justice sociale. Mais derrière ces rassemblements autorisés, le climat reste tendu. 3 personnes ont été tuées lors de violences près d'Agadir. Des gendarmes ont ouvert le feu en légitime défense, selon les autorités, face à une tentative d'attaque contre une brigade locale. Des incidents isolés ont fait craindre un embrasement.
Des groupes de casseurs ont incendié des voitures et saccagé des commerces, mais les habitants insistent, ces violences ne reflètent pas le mouvement Gen Z 212. Dans la nuit, le collectif a franchi un cap en appelant à la dissolution du gouvernement et à l'ouverture d'un processus judiciaire contre les corrompus. Nous voulons des hôpitaux, pas seulement des stades, répètent les manifestants, en écho au grand chantier d'infrastructure lancé par le Royaume en vue de la Coupe du Monde 2030. Le chef du gouvernement affirme rester disposé au dialogue, mais la rue, elle, semble décidée à maintenir la pression. Face à un mouvement inédit par son ampleur et sa spontanéité, le Maroc s'avance vers un moment de vérité. La jeunesse de Gen Z 212, entre revendications pacifiques et colère sociale, teste la capacité de l'État à répondre à ses aspirations. Le Royaume-Uni est en état d'alerte maximale. Au lendemain de l'attaque meurtrière contre une synagogue à Manchester, qui a fait 2 morts et 3 blessés graves, les autorités britanniques renforcent la sécurité autour des lieux de culte juifs. L'assaillant, un Britannique d'origine syrienne, a été abattu sur place. À Manchester, 2 Juifs ont été tués, 3 autres grièvement blessés devant une synagogue où des centaines de personnes s'étaient réunies pour Yom Kippour. L'assaillant Jihad Hashami, 35 ans, citoyen britannique d'origine syrienne, a foncé sur eux avec sa voiture avant de les attaquer au couteau. Il a été abattu par la police. 3 complices présumés ont depuis été arrêtés. Le gouvernement a placé le pays en état d'alerte maximale. La ministre de l'Intérieur a promis un renforcement de la présence policière autour des lieux de culte juifs, alors que l'antisémitisme est en hausse depuis l'attaque du Hamas en Israël en 2023. Le grand rabbin Ephraim Mirvis a dénoncé un moment très sombre, pas seulement pour les Juifs au Royaume-Uni, mais pour toute la société. Le Premier ministre Keir Starmer, accompagné de son épouse juive, a réaffirmé sa détermination à combattre l'antisémitisme. Dans ce climat tendu, les manifestations pro-palestiniennes prévues ce week-end suscitent la controverse. La ministre de l'Intérieur appelle à leur annulation par respect pour une communauté endeuillée, mais les organisateurs maintiennent leur mobilisation. Les autorités tentent d'éviter une escalade des violences dans un Royaume-Uni marqué par la peur et la division. En Chine, une entreprise se prépare à plonger un centre de données sous la mer Jaune, près de Shanghai. L'objectif, réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental de ces infrastructures de plus en plus sollicitées par l'essor de l'intelligence artificielle. Mais cette innovation suscite aussi des inquiétudes écologiques. À quelques kilomètres de la mégapole de Shanghai, l'entreprise Highlander s'apprête à relever un défi inédit. Immerger un centre de données au fond de la mer Jaune. Une première commerciale à l'échelle mondiale. Ces infrastructures indispensables au fonctionnement d'Internet et de l'intelligence artificielle génèrent une chaleur considérable. Sous l'eau, les serveurs profitent du refroidissement naturel des courants marins, évitant le recours à des systèmes de climatisation énergivores. Autre particularité, l'alimentation du centre sera assurée à plus de 95% par des énergies renouvelables, principalement l'éolien offshore. Highlander affirme que la facture énergétique pourrait baisser de près de 90% pour le refroidissement. En 2018, Microsoft avait déjà tenté l'expérience au large de l'Écosse, mais la Chine veut franchir un cap en rendant le projet viable pour des clients commerciaux, notamment les télécoms et les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Le chantier n'est pas sans défi. Étanchéité, corrosion, raccordement complexe avec le réseau terrestre. L'entreprise mise sur des revêtements spéciaux et des systèmes de protection renforcés. Mais au-delà de la prouesse technologique, des scientifiques alertent sur les effets possibles sur l'écosystème marin. La chaleur dégagée pourrait perturber certaines espèces. Pour l'instant, les tests menés montrent un impact limité, mais la question de la pollution thermique reste posée si ces centres se multiplient. Pour ses promoteurs, ce projet n'a pas vocation à remplacer les centres de données classiques, mais à les compléter. Une plongée technologique qui symbolise la course mondiale à la réduction de l'empreinte carbone et qui pourrait transformer en profondeur l'avenir du numérique.
C'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.